Imaginez un instant un premier contact, mais raconté entièrement du point de vue des visiteurs. Eh bien, aujourd'hui, on va se plonger dans un document absolument fascinant qui prétend être justement ça, une analyse ultra détaillée, et parfois on va le voir assez déroutante, de l'humanité par une civilisation venue d'ailleurs. Alors le document, il commence direct par la question la plus évidente. Si des visiteurs aussi avancés sont vraiment arrivés sur Terre, pourquoi est-ce qu'ils se seraient cachés? C'est la grande question, et c'est d'ailleurs la première qu'ils se posent à eux-mêmes. Et leur réponse, eh bien, elle a de quoi surprendre. Et voilà leur raisonnement, qui est, il faut l'avouer, plutôt sophistiqué. En gros, ils se voient un peu comme des scientifiques, des sortes de biologistes qui observent une culture dans une boîte de pétri. Pour eux, c'est très clair. S'ils interviennent, ils contaminent l'échantillon. Le plus important, c'était donc de ne rien toucher pour pouvoir étudier leur sujet dans sa pureté originelle. Et ce sujet d'étude, eh bien, c'était nous. On pourrait appeler ça en quelque sorte le dilemme de l'observateur. Leur motivation profonde, ce n'est pas la peur, pas du tout. C'est vraiment un principe scientifique, presque philosophique, très strict. Et c'est ça qui va guider toute leur approche, leur fameuse discrétion pendant toute la mission. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi ils sont restés cachés, le récit nous plonge dans le concret. Quand et comment est-ce qu'ils sont arrivés? La chronologie qu'il donne est hyper précise. Tout commence avant 1949. Ils sont en train d'explorer notre système solaire, ils passent près de Neptune et de Mars, et c'est là qu'ils détectent des signaux radio venant de la Terre. Pour eux, c'est la preuve qu'il y a une vie intelligente. Du coup, le 7 janvier 1949, 2 de leurs vaisseaux arrivent et se mettent en orbite autour de la Terre. Et là, ils lancent une première analyse, un premier scan rapide qui dure environ 4h30. Et attention, ils ne sont pas restés loin, hein. Le document précise bien que leur orbite était elliptique et que leur point le plus proche de la surface, le périgée, était à seulement 337 km. C'est vraiment très près. Forcément, à cette distance, leurs observations allaient devenir tout de suite beaucoup plus précises. Et c'est là que le récit, qui était un peu abstrait, devient tout à coup très spécifique. Leurs toutes premières observations visuelles, ce ne sont pas des concepts vagues, non, ce sont des lieux bien réels. D'abord, un avion près des Bahamas, et ensuite, après être descendu un peu plus bas, ils prennent des images de la ville de Montreux, en Suisse. C'est là qu'ils capturent leurs premières images d'êtres humains. Allez, on arrive maintenant à la partie la plus savoureuse de ce rapport. C'est là qu'on va voir comment leur analyse, qui est pourtant très logique de leur point de vue, va les mener à des conclusions totalement fausses et franchement assez comiques sur notre civilisation. Alors en résumé, voilà un petit aperçu de leurs plus grosses erreurs d'interprétation. Ils voient des routes et des chemins de fer et ils pensent que ce sont des canaux tubulaires. Ils observent la fumée des cheminées et les cigarettes et ils en déduisent que ce sont des aides pour respirer. Ils captent du code Morse et ils sont persuadés d'avoir trouvé notre langue universelle. En fait, chaque erreur est un exercice de logique extraterrestre assez fascinant. Voilà leur première erreur majeure. Le texte explique que sur leur planète, eh bien, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de réseaux routiers comme les nôtres. Du coup, en voyant nos routes et nos voies ferrées, ils ont tout de suite pensé à un énorme système de canalisation tubulaire. C'est une déduction tout à fait logique, mais qui se base sur leur propre évolution technologique. Cette citation, elle est parfaite pour illustrer leur raisonnement sur la pollution. Quand ils voient la fumée sortir des cheminées d'usine ou des pots d'échappement, ils ne pensent pas une seconde que c'est un déchet, un sous-produit. Non, leur hypothèse, c'est qu'on modifie délibérément l'atmosphère avec ces gaz pour la rendre respirable pour survivre. Et cette théorie, pour eux, elle va se confirmer un peu plus tard. Quand ils observent des humains en train de fumer, ils se disent « Ah, mais voilà !» Pour eux, les cigarettes, ce sont des versions portables, des générateurs de gaz pour la respiration individuelle. Et la touche finale de cette méprise assez comique, c'est qu'ils sont très étonnés de voir que les enfants n'en ont apparemment pas besoin. Allez, passons au problème de la langue. Ils captent des centaines et des centaines d'émissions radio. Ils arrivent à décoder la phonétique de plusieurs langues. Mais il y a un truc qui les intrigue vraiment, c'est ce signal binaire, fait d'impulsions courtes et longues, qu'ils captent de façon répétée un peu partout sur le globe. Face à ce qu'ils décrivent comme une énorme anarchie linguistique, ils ont cherché un système qui pourrait bien unifier tout ça. Et leur conclusion, qui est logique de leur point de vue, c'est que ce fameux code Morse doit être notre langage international unique. Une sorte d'espéranto en bip qui permet à toutes nos cultures de communiquer entre elles. Une hypothèse élégante, mais totalement fausse. Alors, que se passe-t-il quand toutes ces données, souvent erronées, sont envoyées sur leur planète d'origine, Humo? Eh bien, on change de perspective. On va voir comment leurs propres scientifiques ont essayé de donner un sens à ce portrait assez déformé de la Terre. Les conséquences de ces mauvaises interprétations sont très concrètes. Sur leur planète, ça a déclenché de véritables débats scientifiques. Ils se posaient des questions comme « Comment on différencie les vêtements d'hommes et de femmes ? Où se trouvent les immenses fourmilières souterraines où les humains vivent peut-être ?» Et puis des questions beaucoup plus vitales. Est-ce que notre biologie est compatible ? Est-ce qu'on pourrait boire l'eau sur Terre ? Quel est le but de ces fameuses usines qu'on a vues ?
Et d'ailleurs, voilà un aperçu de leur propre écriture, telle qu'elle a été transcrite dans les documents. Ces symboles assez étranges s'ajoutent une touche d'authenticité et de mystère à toute l'affaire. Ça nous rappelle surtout à quel point leur cadre de référence était radicalement différent du nôtre. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, ils finissent par capter des signaux de télévision nord-américains. Sauf qu'ils ne réalisent pas qu'il y a une image qui va avec le son. Du coup, ils interprètent ça comme une troisième forme de langue purement sonore qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont entendu avant. Et cette découverte, selon leurs propres mots, les a plongés dans une véritable perplexité sur notre structure sociale. Bon, face à ce véritable chaos de données contradictoires, de théories un peu bancales, comment est-ce qu'ils ont préparé leur premier contact physique avec la Terre ? Ce qui est frappant, c'est qu'ils n'ont absolument rien laissé au hasard. Ils ont mis au point une politique à suivre extrêmement détaillée. Chaque scénario était envisagé. S'ils sont attaqués, ils se défendent violemment. S'ils sont détectés de manière pacifique, ils entament un contact officiel. Mais leur option préférée, c'est de rester neutre et de passer inaperçus. Et ils avaient même un plan B. S'ils sont repérés, ils installent un observatoire souterrain secret pour continuer leurs études. Les préparatifs n'étaient pas que stratégiques, ils étaient aussi très humains. Un équipage de 6 personnes a été sélectionné, 4 hommes, 2 femmes. Et ils ont commencé une préparation assez incroyable. Ils se sont mis à apprendre les sons phonétiques de nos langues, mais sans en connaître le sens. En gros, ils mémorisaient des phrases entières juste pour s'habituer, pour que leur subconscient s'imprègne de nos sonorités. Et le document se termine sur cette phrase qui est un véritable cliffhanger. Il promet une suite, un autre rapport qui racontera leur second voyage et surtout la descente des premiers frères sur notre monde inconnu. Ça laisse évidemment en plein suspense. Au final, toute cette histoire nous renvoie à une question assez fascinante. Elle nous invite à faire une expérience de pensée, à nous mettre à leur place. Si on oubliait tout ce qu'on sait et qu'on observait l'humanité de loin, disons à 5 km d'altitude, avec une logique complètement différente, qu'est-ce qu'on conclurait ? Quelles erreurs d'interprétation monumentales ferait-on ? C'est une pensée qui, c'est vrai, laisse assez songeur.